L'autopub. Bonsoir, j'ai pas de lunettes. Bienvenue dans 10h47, l'heure du colis. Ouais, c'est nul comme lancement. Aujourd'hui, c'est un free talk spécial, puisqu'on a la chance d'accueillir le spécialiste du comics du Sud-Ouest, Guillaume, de la librairie Comptoir du Rêve à Toulouse. Bonsoir Guillaume. Hello tout le monde, bonsoir. Salut. Salut. Malheureusement, Denis et Benoît sont encore autour de la table, mais il n'empêche qu'on aura des discussions intéressantes après le générique. Bon, eh ben, encore merci Guillaume d'avoir accepté notre invitation. C'est un honneur de t'avoir avec nous. Bon, avec grand plaisir, surtout un honneur, c'est un peu fort comme terme quand même. Non. Surtout après le harcèlement de Red à ton encontre, donc tu étais obligé d'être là. Quoi. Ouais, j'en parlerai en privé aux gens qui se posent des questions. C'est insoutenable, hein, il faut faire des trucs pareils. Ça... Mais c'est ça la passion. Il y a des gens qui ont des familles, quoi. Oh. Bref, passons les détails. T'as un peu un micro, vous entendez quand il parle? Moi j'ai l'impression qu'il parle derrière une porte, non? C'est un petit peu loin. Ah, tu me rapproches? C'est un micro intégré dans l'ordi? Non, je suis sur le téléphone en fait là. D'accord. Ouais, non, mais là ça va quand tu parles, ça va. Ouais, c'est bon. Ça va. Si je parle comme ça vous va? Ouais, oui, très bien. Bah, nickel. C'est le démarrage en fait, le temps qu'on arrête de parler et que ça reparte. Ah, peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui parlent en même temps, oui. Exactement. On va tous fermer nos gueules. Il y en a qui disent, ah tiens, bonne idée. C'est ça. C'est ça. Donc, du coup, on va faire un petit peu comme avec l'ensemble des invités qu'on a eus et te demander une petite présentation, exactement, pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas. Alors moi, je suis Guillaume, donc je suis libraire depuis... je suis dans ma 18e année de libraire spécialisé comics. Et avant ça, je suis arrivé en librairie parce que j'étais scénariste de bande dessinée publiée. Et c'est donc presque par hasard que je me suis retrouvé à devenir libraire et à créer un rayon comics dans une librairie qui existait déjà depuis pas mal d'années. Et puis j'ai fait ça pendant 15 ans et demi avant de prendre en charge un tout nouveau comic shop, là pour le coup, le Comptoir du Rêve Comics à Toulouse. Et ça fait 2 ans aujourd'hui d'ailleurs. Ça fait littéralement 2 ans aujourd'hui. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Merci. Et depuis ces 2 années qui viennent de se passer, ça a explosé quoi. Ça a explosé de fou, donc c'est incroyable, c'est génial évidemment. Après, le comics, vous le savez aussi bien que moi, c'est un petit milieu, si bien que j'avais une clientèle qui m'a fait l'énorme amitié de me suivre pour beaucoup, en tout cas d'entre elles et d'entre eux. Et du coup, on a pu partir sur des bases franchement élevées. Et la progression a été phénoménale, ce qui permet de nourrir les projets derrière qu'on peut avoir, de dédicaces comme de couverture exclusive, l'ex libris, etc., etc. Et puis, donc nous, on fait la VO et la VF toutes les semaines. Donc, on a vraiment un choix qui est très large. Et puis, on a upgradé puisqu'on avait une première boutique que Red a connue évidemment. Et maintenant, on est sur encore plus grand parce on s'est mis avec la bande dessinée, mais sur 180 mètres carrés. Donc, c'est immense. On a fabriqué des meubles à l'américaine pour la VO, etc., etc. Enfin bref. Ça enquille très très bien, ça se passe super bien. Surtout, les gens sont d'une extraordinaire bienveillance. Et du coup, c'est vraiment le terme de communauté, il n'est pas galvaudé là quand on parle de comics. Moi, je trouve vraiment. Et d'ailleurs, on le voit avec ce que vous faites vous dans vos vidéos, par exemple, les gens que vous recevez ou lors de vos free talks, etc. Mais même de manière générale, c'est une petite communauté, mais alors elle est vivace, quoi. Tu vois, vraiment, je trouve. Et ça fait plaisir à entendre parce que très souvent, un peu les retours qu'on peut avoir à droite ou à gauche, c'est que j'exagère un peu, mais tout va mal dans le comics. C'est ça. Donc ça fait plaisir d'entendre des choses positives. Tout va mal dans le comics. En toute franchise, c'est moi le catastrophisme, le négativisme tout le temps. Moi, si vous venez à la librairie, les gens qui viennent depuis longtemps, vous allez toujours avoir de la bonne humeur.
c'est le partage d'abord, avant tout, tout le temps. Et si après vous avez des gens dévoués entre guillemets, j'allais dire à la cause, genre, vous avez des très très bons libraires partout, des très bons libraires spécialisés partout qui font un boulot incroyable, qui font un boulot formidable, qui sont des prescripteurs pour reprendre le terme un petit peu consacré aujourd'hui, qui sont très très bons et qui font découvrir des choses. Maintenant, il y a moyen de faire progresser tout ça et de démocratiser plus l'accès aux comics. Et ce que ça veut dire les comics, le terme comics vraiment, parce que tant qu'on restera cantonné, de mon point de vue en tout cas, à tout ce qui est super héroïque, tant que les gens associeront ça indéfiniment aux univers super héroïques, alors forcément on restera planté dans le truc, quoi. Donc voilà. Mais après il y a beaucoup de choses qui sont dites par beaucoup de gens, d'influenceurs, etc., libraires ou pas, peu importe, ou lecteurs, etc., sur les différentes plateformes. Et il y a beaucoup de choses fausses qui sont dites. Moi on me pose souvent la question, pour vous dire la vérité. Je suis sollicité souvent depuis longtemps, je réponds très très peu. Donc là, c'est vraiment avec grand plaisir, hein, mais je prends rarement le temps de le faire et je réponds en général jamais aux vidéos, commentaires, etc. que font les uns et les autres. Okay. Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont fausses, parce il faut vraiment mesurer quand on veut vraiment pouvoir bien parler d'un sujet. En tout cas, moi, je ne m'exprime pas si je ne connais pas un maximum de tenants et d'aboutissants sur les situations. Quand on parle du marché des comics, il y a plein de choses qui sont dites et qui sont partiellement vraies souvent d'ailleurs. Voilà, mais il manque plein d'éléments. Il y a plein de choses qui sont pas dites parce qu'elles sont pas connues souvent d'ailleurs, hein, par les gens qui en parlent. Donc ça part souvent de très bonne volonté, mais il y a des choses qui sont pas dites, il y a des choses qui sont pas sues. Aujourd'hui, quand on revient sur le terme de nous sommes les 4% par exemple, la volonté des gens qui avaient lancé ça, c'est une super bonne volonté, c'est super bienveillant, c'est vraiment l'idée derrière, elle est super chouette, elle est positive et tout, etc. Maintenant, les comics, en réalité, ce que sont réellement les comics, ça représente pas 4%, ça représente plus. On est plutôt sur allez, on va dire 8% en réalité. Pourquoi on parle pas de 8% et on parle de 4%? Parce que c'est juste une question d'orthographe, de vocabulaire en réalité. C'est la façon dont les œuvres sont codifiées en amont, soit par les éditeurs, soit par tous ceux qui en gros inscrivent les titres dans les bases de données, pour faire simple, et qui vont classifier des titres en bande dessinée au lieu de comics. Ce qui fait que derrière, quand vous avez les retours de vente, par exemple, sur les titres, tout simplement, vous avez un titre qui va pas apparaître en comics. Si je vous donne un exemple, par exemple, auquel là, je pense comme ça, si vous prenez Friday, par exemple, de Brubaker, récemment par Glénat, mais qui a été mis en format franco-belge. Non, c'est pas du format franco-belge, c'est plus petit que du format franco-belge. Hein. Ça reste du format comics, mais eux le classent, quand vous allez sur les logiciels de vente, vous allez le trouver classifié en BD. Mais Marcos Martin et Brubaker et Luca Vicente, donc ça apparaît pas dans les ventes de comics, par exemple. Ouais. Vous voyez, tout simplement. Donc si vous regardez, Glénat, je pense que ça joue. Glénat a enlevé le mot comics sous leur label Glénat Comics. Oui, alors ça n'a rien à voir avec Lady Mechanica. Bien sûr. Là, et encore là, c'est ce que c'était leur gros succès. Si vous prenez ça, par exemple. Oui, génial. Ouais. Je l'ai, il est vraiment très cool. C'est un grand format aussi, magnifique. On les a reçus l'autre jour en dédicace avec Nicolas Beaujouan, il le disait lui-même. C'est classé en BD. C'est fou quand même. Mais pourquoi volontairement peut-être un peu, non? Comment? Est-ce que tu crois pas que c'est un peu volontaire que ce soit classé en BD parce que ça se vend peut-être mieux comme ça? Non, parce que c'est pas de sa volonté. C'est pas de la volonté de l'éditeur qu'il soit classé en BD. Là, pour le coup, c'est ceux qui font les classifications, pour les catégorisations, pour les logiciels qui l'ont classé en BD. Bon, lui, il le voulait pas forcément. Je vais pas trahir sa parole non plus, hein. Mais du coup, il aurait dû apparaître en numéro 1 des ventes comics de la semaine où il est sorti. Au lieu de ça, il est apparu en 438e ou 448e place des ventes BD. Du coup, ça veut tout et rien dire. Ouais, c'est tout faussé. C'est un succès parce qu'en une semaine, il est tombé en rupture. Vous avez un deuxième tirage qui va arriver là, fin novembre, début décembre. Le titre est absolument dingue. Le travail de Rebecca est fou. Et la qualité, évidemment, de l'objet livre concocté par Nicolas Beaujouan comme d'hab, il est fou. Le succès, il est super mérité. Au final, c'est ça qui compte, hein, d'ailleurs.
Et pour un l'éditeur, très bon rapport qualité-prix c'est aussi. vraiment top. Bah ouais, comme d'hab. Il tire à ras, franchement, chapeau bas. C'est vraiment à se demander comment il fait, même limite, hein, des fois. Je sais pas comment sentir 404 Comics, ou alors tout le reste est beaucoup trop cher, ou alors eux vraiment ils arrivent à. Mais vraiment, je trouve qu'à chaque fois le prix, tu dis bah normalement ça vaut plus que ça. À mon avis, comme d'hab, la vérité, elle est un peu au milieu, quoi. C'est-à-dire qu'il tire Ouais. à ras, volontairement. Après, c'est son métier à l'origine, à Nicolas Bourgeois, hein, de fabriquer, justement. Et il apporte un soin tout particulier. Quand vous le rencontrez, je sais pas si vous l'avez déjà rencontré ou entendu les interviews avec Non. lui, il a une espèce d'élégance un petit peu comme ça et tout. Il a l'air très tranquille. Et puis, en fait, quand tu le vois, en réalité, moi, c'est la deuxième fois qu'on se rencontre pour des événements qu'on fait en commun. Il est obsédé par son travail, quoi. Il est obsédé par. Là, il bossait pour tout vous dire sur justement sur le retirage pour les dernières corrections et tout. Dès qu'il pouvait, il s'échappait à l'hôtel, retravailler, etc. Quoi, tu vois. C'est génial. C'est un fou furieux en réalité. Nicolas, si tu passes par là, voilà. C'est un passionné. Tu es un fou furieux. Ah ben, viens faire une émission avec nous. Hein. On prend. Moi, je Mais voudrais, oui, je voudrais Vas-y. juste Non, vas-y. revenir sur ce que tu disais un tout petit peu plus tôt, sur ta boutique. Parce que cet été, je suis passé à Toulouse sur les conseils de Red. Il m'a dit, va voir Comptoir du Rêve, c'est génial. Tu verras, c'est une meilleure boutique. Puis moi, j'y vais, c'était l'été, c'était nickel. Et je suis arrivé devant et c'était un lundi. Je suis arrivé, c'était fermé. Merde. C'est dommage. Donc bon, dommage, ce sera pour la prochaine. Là, maintenant, on a de plus en plus de demandes, si bien qu'on va probablement à terme ouvrir les lundis également. Donc, bah, tu sais ce qui se restera. On te préviendra, du coup. On te dira, Benoît, le temps. Tu peux venir. Quand je remonte à Toulouse, je reviens. Vraiment. Désolé, vraiment. Non, mais c'est pas grave. J'ai pas regardé, c'était les vacances. Et 180 mètres carrés, alors elle fait. 180 mètres carrés, c'est sur 2 étages. Il y a bande dessinée et comics du coup. Mais alors pourquoi? Alors, avant, j'avais donc un premier espace qui était vraiment dédié que aux comics. Et pour différentes raisons, on a décidé de coupler ça ensemble, mais en ouvrant encore plus grand en réalité. Si bien que moi j'ai quasiment, on va dire, presque 100 mètres carrés que pour le comics. Ce qui est fou aujourd'hui, vous avez malheureusement, il y a très peu de comic shops qu'on ce genre d'espace-là. Il y a plusieurs intérêts à ça. D'abord, quand on a un espace immense, ça nous permet de mettre beaucoup de diversité, si bien que vous allez trouver quasiment tout, normalement, en logique, toutes les éditeurs et vraiment une tonne de collections, évidemment. C'est pas l'idée d'avoir 150 exemplaires du dernier Batman. Et puis pas d'avoir on n'a pas Black River, on n'a pas Neophilis, on n'a pas Black and White, on n'a pas Bubble, enfin tu vois, je pourrais en citer plein, on n'a pas Delirium ou etc. Alors qu'ils ont tous Comics Initiative, enfin bref, ils ont tous des catalogues avec des choses qui méritent d'être proposées. Je vais pas dire le mot défendu parce que pour moi c'est souvent c'est un terme que j'aime pas employer. Si un bouquin a besoin d'être défendu, je dis souvent, c'est qu'en gros il est attaquable, tu vois, ça veut dire qu'il est pas bon d'une certaine manière. Proposer, par contre, montrer toute la diversité qui existe. Et en comics, il y a une richesse énorme de titres à proposer. Et ça, c'est l'idée. Ce qui est bien qu'aujourd'hui, nous, on a souvent des gens qui viennent nous voir factuellement, pas parce qu'on est les plus sympathiques ou quoi, mais parce que on a des titres que vous trouvez nulle part ailleurs. Et ça arrive, honnêtement, ça arrive quasiment tous les jours, ça. Ça arrive quasiment tous les jours. Il y a beaucoup de choix. Et quand on a un site internet qui en toute franchise carbure de manière assez dingue, dessus, ouais. Tu peux confirmer, ouais. Ça va très très vite et on a de plus en plus de commandes tout le temps. Et le fait d'avoir tout ce stock-là, fatalement, ça nous sert aussi. Quand je prends des collectors ou quand j'avais, je sais pas, genre une centaine d'omnibus de Ultimate Spider-Man numéro 2, par exemple, à un moment, à terme, tu te retrouves avec 2 boutiques en France à qui il en reste. Et forcément, on en vend plein. Voilà. Donc après, ça, c'est un choix. C'est un choix qui est un choix stratégique de libraire. Faire ce choix-là, d'être compétitif avec par rapport aux plateformes, aux Amazon et compagnie, etc.
d'un côté, mais surtout de la diversité d'abord. La diversité toujours, la diversité d'abord, le partage, et pas oublier qu'aussi aussi grande soit ta librairie, c'est une librairie réellement indépendante, réellement de proximité. Donc la relation qui compte, c'est celle que nous on a avec les gens qui viennent. Et quelqu'un m'a posé la question il n'y a pas longtemps en me demandant si si le plus gros kiff entre guillemets c'était pas d'accueillir des autrices, des auteurs, etc. quand tu es libraire spécialisé. Alors c'est très gratifiant, c'est très plaisant, etc. Et j'ai de vraies amitiés avec des autrices et des auteurs. Mais l'important c'est le partage avec les personnes qui franchissent la porte de la librairie tous les jours, quoi. D'abord ça. Ces personnes-là avec qui nous on devient amis au quotidien, etc. Vraiment, quoi. Donc faut pas oublier l'essentiel. En fait. L'essentiel, c'est vraiment le partage avec les gens. Dans 2 petites secondes, j'arrive. Tac. C'est plus grand que chez moi et 180 mètres carrés, c'est fou. Oh, j'aimerais pas faire la poussière là-dedans. 180 mètres carrés de bouquins. Ça va, maintenant t'en parles. Non mais ouais, c'est vraiment grand. C'est vraiment grand et puis on essaie que ça soit surtout convivial évidemment. Donc si tu dois rentrer dans une espèce de couloir aseptisé tout blanc, etc. Bon. Voilà, c'est vraiment là pour renseigner les gens au max, quoi, vraiment. Moi, c'est ce que j'ai pu constater. Alors, je pense que ça fait partie du charme de ta boutique, mais ce qui doit plaire dans d'autres, c'est vrai qu'à chaque fois que moi je suis venu, enfin, il y a un temps qui est pris par les libraires, par toi ou par tes collègues, mais du coup, c'est un temps d'échange à chaque fois. Et ça m'a toujours fait halluciner, moi, quand on vient, tu prends le temps de discuter. Enfin, moi, j'ai plus l'habitude, nulle part, d'aller dans un magasin et d'avoir le temps de discuter sur ce que tu vas acheter, en fait, et savourer ce que tu vas acheter. Et ça, c'est un plus qui, mine de rien, qui n'est pas négligeable, parce que tu parles de gens que tu rencontres, de communautés. Et moi, j'ai rencontré des gens par Instagram, mais finalement, on avait le point commun d'être client chez toi. Donc, et du coup, on discute maintenant, on est copains. J'en profite, je fais un petit coucou à Florian, à Soyanar, à Détective Max, à JR Comics, tout ça. Ceux que j'ai oubliés, vous pouvez m'insulter en commentaire, hein, ça changera de Denis. Mais c'est ça, l'idée, c'est vraiment, c'est la proximité d'abord. On est devenu franchement, sans force centrée aucune, hein, ça n'a rien à voir. En 2 ans, c'est vrai que sur Toulouse, on a pris l'espace qui était, je dirais pas le laisser vacant, parce que moi, j'étais dans une librairie avant où j'avais créé le rayon comics et je l'avais tenu pendant 15 ans et demi. Et finalement, c'est la personne qui travaillait avec moi qui a récupéré le bébé et qui n'a pas du tout en toute franchise la marge de manœuvre nécessaire pour faire peut-être ce qu'il aimerait faire, etc., etc. Donc d'une certaine manière, ils nous ont tellement laissé la main qu'il n'y avait plus qu'à, entre guillemets, à lancer la machine. Et après, la différence, tu l'as fait avec le quotidien, bien sûr, le conseil, si tant est qu'il soit apprécié et valorisé par les gens, évidemment, parce que il y aura toujours des gens qui penseront que vous n'êtes pas de bons conseils ou pas un bon libraire ou que la façon dont vous parlez des bouquins ne leur convient pas, c'est bien normal. Il y a tous les libraires qui existent, hein, tous les types de libraires, bien sûr. Mais l'idée, c'est d'être absolument toujours franc du collier sur les titres, sur ce qu'on en pense réellement, et ne pas faire croire non plus qu'on a lu un bouquin si on l'a pas lu. Ça sert absolument à rien. Les gens vont fatalement finir par s'en rendre compte et penser à juste titre que tu es juste une grosse tanche. Donc voilà. C'est toujours, comme je dis toujours, moi, il y a 2 choses. Quand on vient me voir, je peux te parler de quoi parle un bouquin. Je peux te faire le pitch, quoi, en gros, bien sûr. Et après, il y a mon avis à moi, si tant est que je l'ai lu. Par contre, mon avis, c'est totalement subjectif. Hein. C'est-à-dire que si tu dois dessouder un truc, je vais le dessouder. Pourquoi ? Ça n'a aucun intérêt de conseiller un bouquin dont tu sais pertinemment qu'il est mauvais. Et il y en a des mauvais. Quand vous regardez la panoplie de titres qui sortent là toutes les semaines, tous les mois, enfin, quand on fait le total de ce qui est sorti cette année déjà et ce qui sort là, on a fait le calcul l'autre jour sur novembre et décembre, rien que chez Panini, il y avait 86 nouveautés. Ils mettent tous leurs cartouches pour Noël là, en novembre-décembre. Donc c'est totalement délirant. C'est totalement délirant. Donc évidemment, dans ces 86 titres, il y a beaucoup de choses qui n'ont aucun intérêt. On va pas se mentir, c'est évident, quoi. Je veux dire, donc Marvel fait la même chose aux États-Unis, c'est exactement pareil. Donc voilà. Donc quand vous conseillez pas, je vous donne un exemple. Il y a quand même pas mal d'années en arrière, j'avais une dame qui venait pour
et qui me demande Edge of Ultron. Alors, je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont lu. Oui, je l'ai. Ultron. Alors après, ce que je vais dire n'engage que moi, évidemment. C'est juste mon avis personnel. Et donc, elle me demandait ce que ça valait. Et j'ai dit, alors en termes de prix, ça vaut 20 €, madame. Mais sinon, donc évidemment, j'ouvre la porte. Hein, quand je dis ça, je suis pas totalement. Elle me dit, ah bon, et votre avis à vous? Ben, ça vaut 20 € de trop, madame. Ça vaut 20 € de trop. C'est vraiment très, très mauvais. C'est vraiment très, très mauvais. Je peux vous dire pourquoi, par contre, évidemment. Tu vois, il y avait plein de raisons qui faisaient que on pouvait apprécier le début du truc, du Brian Hitch qui était à peu près bon sur le début du machin, mais après il y avait des erreurs de cohérence éditoriale monumentales, etc., qui faisaient que le titre était vraiment une daube, quoi, une énorme daube. Donc elle est partie cette dame, elle n'a pas acheté le bouquin, mais elle est revenue. Elle est revenue et puis elle revient. Pourquoi? Parce et elle a acheté finalement la deuxième fois. C'est ça. 2 fois. Ça, bah, il trouve que son animal côté, mais le poisson rouge. Alors, à un moment, tu dis bon, bah, je vais pouvoir. Donc, elle a acheté 7 fois. Moi, je trouve ça génial. Hein, je suis pour la paix des peuples, hein, mais en vrai, non, elle est revenue parce qu'elle a été ravie qu'on se foute pas de sa gueule, quoi. Non, mais c'est clair. Et les libraires spé qui soient un peu partout en France, vous en trouvez qui sont super bons et qui vont pas vous raconter des conneries sous prétexte de vendre le moindre bouquin, quoi. Si vous faites bien le taf, si vous partagez vraiment la passion, parce que les libraires qui sont vraiment spécialisés comics, ils sont jamais arrivés là par hasard, quoi. Donc, c'est des lecteurs à la base. Bien sûr, ouais, évidemment, c'est des lecteurs, Ouais. bien sûr. Bien sûr, c'est vraiment un truc hyper de niche, hein, les comics, donc ouais. Et tu disais, avec toutes les parutions qui sortent chaque mois, vous avez le temps de lire à peu près, on va dire, un pourcentage, la moitié, un quart de tout ce qui sort pour conseiller les gens. Vous avez le temps même de lire en tant que libraire? Alors, il faut le trouver, je trouve, toujours. Moi, je sais que pendant ma pause, souvent, je lis ma pause d'1 heure, évidemment. Et après, moi, je suis un petit tricheur. C'est-à-dire que moi, je connais plein de libraires qui vont lire les résumés des bouquins et lire les reviews qui sont en fait à droite à gauche pour, entre guillemets, en tirer un petit peu la quintessence, quoi, tout simplement, et dont je sais pertinemment bien qu'ils les ont pas lus vraiment. Et parfois, vous voyez d'ailleurs fleurir des vidéos où on va vous dire que tiens, tel bouquin parle de ça, ça ou ça, et clairement, le gars n'a pas lu. Donc bon, voilà, c'est comme ça. Ou alors vous faites de la VO aussi. Et la VO, ça permet d'avoir un coup d'avance, en toute franchise. C'est-à-dire que moi, je lis énormément de VO, si bien que je lis beaucoup de numéros 1, très souvent. Tu vois, quand je reçois, là, j'ai reçu par exemple le bon de ce que je vais recevoir la semaine prochaine avec les news américaines de la semaine prochaine, je lis toujours d'abord les nouveautés, les numéros 1 qui vont paraître en indé, chez Marvel, chez DC, etc. Et souvent, ensuite, je fais une sélection là-dedans et en gros, je vais lire les 3/4 de ces numéros 1 là. Et après, en fait, c'est comme tout le monde, hein. Si ça m'a plu, je vais continuer, bien sûr. Si ça m'a pas plu ou si je trouvais ça moyen, je vais laisser une chance sur peut-être 2 chapitres de plus. Si c'est vraiment très très mauvais, je vais peut-être lire le 2e chapitre, et puis si c'est toujours aussi mauvais, je vais m'arrêter là. Donc quand le bouquin va sortir ensuite en français, je vais dire, est-ce que vous avez lu ça? J'ai dit, écoute, j'ai lu le début. Tu me demandes mon avis, j'ai lu le début. Ah bon, mais pourquoi t'as pas continué? Alors, et des fois la réponse c'est j'ai pas continué parce que j'ai trouvé ça très mauvais. Donc si ça se trouve, ça s'améliore après. Mais là, je suis attentif à l'actualité, à ce que les gens m'en disent aussi, pour voir par exemple quand il y avait eu le Alien récent, j'avais trouvé le premier volume sans grand intérêt, on va dire. Et puis d'autres m'ont dit ouais, mais continue un peu, ça devient mieux après. Puis bon, je vais lire un peu après, on va continuer. J'ai lu la suite, qui était un peu mieux effectivement. Et puis après, alors là pour le coup, ça s'est recraché, j'ai trouvé en tout cas. Et voilà. Mais bon, parfois, t'as beau être libraire spécialisé, il faut être attentif à ce qui se dit, à ce qui s'écrit et à ce que les gens nous disent, parce que des fois, il y a des trucs que vous n'avez pas vu passer ou sur lesquels vous n'étiez pas a priori penché ou intéressé. Et tout d'un coup, vous dites, tiens, t'as vu ce truc-là, c'est vachement bien et tout. Et puis là, tu vas voir. Et là, tu fais, waouh. Tu vois? Et donc, non, moi, j'essaie de découvrir de partout. Je suis l'actu américaine tout le temps, via bien sûr des sites dédiés un petit peu qui me donnent des infos très très vite.
Après, il y a le réseau aussi. Hein. Ça fait longtemps que je fais ça. J'ai un gros réseau de personnes dans le métier à différents niveaux, ce qui fait que souvent, je peux voir des choses vraiment très très en amont, et parfois même lire des récits pour le coup qu'on m'envoie en scan alors qu'ils sont même pas parus aux États-Unis. C'est déjà arrivé. Donc, ouais, ça donne vraiment un coup d'avance. Ça donne vraiment un coup d'avance. Et là où est aussi l'intérêt, entre guillemets, double, pour moi en tant que libraire, c'est que je peux parler d'un bouquin qui n'est pas paru en français bien avant qu'il sorte. Et dire, attention, tiens, tel titre va sortir, franchement, mais allez-y, quoi. Allez-y, vous allez voir, c'est une dinguerie. Là, je peux vous dire que, par exemple, le 17 janvier, Sullivan et les amis de iComics, ils vont sortir It's Lonely at the Center of the Heart de Zoé Forogood. Je sais pas si vous l'avez lu en VO éventuellement, ou si vous en avez entendu parler. Elle a pas eu un Eisner? Il n'y a pas eu un truc sur Elle a l'Eisner? été Newcomer of the Year. Elle a encore eu un prix la semaine dernière et elle a fait pas mal de choses. Ça, c'est sorti fin 2021 chez Image Comics. Et c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Je me disais, mais qui va sortir ce truc, quoi? S'il vous plaît, quoi. Vraiment. Et là, ça sort chez iComics. Franchement, cette nana, c'est une... elle est, ouais, c'est une jeune anglaise, elle doit avoir 24 ou 25 ans, peut-être un truc comme ça. Et enfin, c'est une star, quoi. Tout le monde la veut, C'est mais pas elle qui a dessiné Love Rain, là? elle a dessiné Rain. Elle a dessiné Rain, l'adaptation de M. David Bauer. Toujours chez iComics. Toujours chez iComics. Ouais. Elle avait fait son premier truc dans les yeux de Billy Scott en français chez Bubble. Également. Et là, tu vois, elle a fait un truc dans Harley Quinn, Black plus White plus Raider numéro 4, une histoire super jolie. Elle a fait Axe Slash en ce moment aussi, où elle fait scénario et dessin. D'ailleurs, à part pour l'adaptation du truc de Joe Hill, elle fait tout elle-même. Et là, elle a fait aussi un mini-récit dans le Crip Show qui est sorti il y a 2 semaines, je crois, et qui est super bien. Elle a un talent fou. Elle est hyper singulière. Et ça, la VO, moi, ça me donne un coup d'avance. Le titre sort le 17 janvier. Quand le représentant est venu me voir, il m'a dit, tiens, il y a ce truc-là qui va sortir. Oui, j'ai dit, je sais. Et en fait, souvent, ce qui se passe pour les représentants que les éditeurs envoient chez les libraires SP, c'est qu'ils arrivent, notamment chez ceux qui font la VO, c'est que ils arrivent et les libraires SP, en gros, vont leur dire, bah oui, je connais, t'inquiète, hein, c'est bon. Et souvent, les représentants, pardon, viennent voir les libraires SP d'abord. Comme ça, ils vont plus apprendre sur le bouquin que l'argumentaire que leur a donné l'éditeur, quoi, tu vois. Donc, ça arrive très très souvent. Et ce bouquin-là, quand je lui ai dit la quantité que je voulais, il a bugué, le mec. Les yeux sont dit, il a complètement bloqué, quoi. Donc la VO, ça donne aussi cet avantage-là. Mais c'est pour ça que je dis que je suis un tricheur, c'est que je lis beaucoup de VO, et si bien que derrière, j'ai pas autant de VF que ça à lire en réalité, quoi. D'accord. Je regarderai un œil pour ce qui sort là en janvier, parce que j'avais testé Rain, j'avais pas du tout accroché. Mais du coup, je suis curieux pour son prochain titre. Graphiquement, t'avais pas accroché? Ouais, j'ai eu du mal, ouais. Voilà, c'est une histoire de goût. Alors là, pour le coup, ce sera pas que il y aura de noir et blanc, il y aura de la couleur et tout. Et c'est une histoire qui est vraiment, elle parle d'elle-même d'ailleurs, et de création et de dépression. D'ailleurs, t'as un joli trigger warning au début du bouquin. Ok. Et parmi, du coup, on parle de VO, de VF, parmi tes clients, comment tu répartis? Est-ce que les gens, enfin, t'as vraiment ceux qui achètent que du VO, que de la VF, ou il y en a qui vont mixer? Comment tu vois les profils des lecteurs, du coup? Alors, il y a les deux. Il y a des gens qui lisent que de la VF, clairement. T'as les gens qui lisent la VF, mais qui achètent de la VO aussi pour les couvertures. Pour les libraires SP, comics VO, font ça évidemment parce que vous avez un nombre d'artistes qui sont adorés, et les gens collectionnent leur travail, parce que finalement, pour 4, 5, 6 euros, des fois vous avez des couvertures incroyables, et ça vous fait des panneaux de déco chez vous qui sont fous. Et voilà, moi, dans mes listes de précommande, les gens, entre guillemets, sont pas des abonnements proprement parler, mais on a des gens qui effectivement font une réservation tous les mois, tout le temps. Il y a des gens, c'est pas compliqué. Ils veulent tout Campbell, tout Bermero, tout Jim Lee. Tu vois, j'en ai qui veulent tout Laura Braga, là, par exemple, quelqu'un d'autre, etc., tout Frank Shaw, enfin bref, il y en a plein. Hop, 2 petites secondes, j'arrive. J'ai un chat qui est un peu insistant.
Je croyais que t'allais aux toilettes à chaque fois, et maintenant je comprends. T'as vu la vitesse? C'est impressionnant. C'est là, j'ai l'incontinence, à mon ami. Bah, le gars qui veut que du Campbell, il a pas de chance parce qu'il fait quasiment que sur son site des exclus hors de prix, là, le pauvre. Ouais. Mais dès qu'il y a une couverture de Campbell qui est accessible ou quoi, ça fonce dessus. Hein. En plus, nous, on fait des incentive cover, on fait les 1,25, les 1,50, etc. Donc, il y a moyen, effectivement, de gratter des belles couvertures. Après, il faut que les gens y mettent le prix. Les 1,50 parce que je galère à les trouver, les 1,50. Je vais sur eBay, forcément. Mais dans les libraires dans le coin, chez moi, il n'y a personne qui fait du 1,50. C'est normal, la VO, c'est hyper risqué, en fait, pour un libraire. C'est particulièrement en France. En France, sur les livres, les bandes dessinées, les mangas, etc., vous avez ce qu'on appelle la possibilité de faire des retours auprès des éditeurs. Aux États-Unis, ce système, il existe, alors différemment, mais il existe aussi. Mais en France, quand vous commandez de l'import américain, vous n'avez pas cette possibilité de faire du retour. Forcément. Oui. Tout simplement. Donc, c'est de la commande ferme. C'est pour ça qu'aujourd'hui, vous avez aucun libraire spécialisé sur les comics en version originale qui prennent absolument toutes les sollicitations proposées par les éditeurs. C'est impossible. C'est impossible. Si vous regardez les amis de Pulp, par exemple, à Paris, eux, ils précisent bien que ils font une sélection de ce qu'ils vont commander. Tu vois, voilà. Alors nous, on a des fichiers qui sont assez importants sur toutes les personnes qui réservent des bouquins à l'avance. Si bien que là, par exemple, dans quelques jours, je vais passer la commande pour les sorties du mois de janvier américaines, parce que la deadline elle est la même dans le monde entier. Donc là, que ce soit les amis je parlais de Pulp à Paris, mais les Comic Zone à Lyon, Astro City, et d'autres qui font la VO, on va tous passer nos précommandes américaines là dans quelques jours pour le mois de janvier. Si on passe la deadline, les éditeurs américains, eux, ils ne garantissent plus la disponibilité. Donc, évidemment, nous, là-dedans, on commande tout ce que les gens nous ont demandé de commander pour eux. Et après, après, c'est à vos libraires de décider ce qu'ils vont commander en plus. Faire une sélection. Exactement. Et dans le cas des incentive cover, en fait, pour faire les incentive cover, c'est pas compliqué. Ça veut dire quoi? Quand tu achètes un 50, quand tu veux une 1 sur 50, ça veut dire deux choses. Ça veut dire que pour 50 exemplaires imprimés de la couverture régulière d'un titre, ça n'a que une de la couverture d'un artiste qui va être imprimée. Mais ça veut dire aussi que les retailers, donc les vendeurs de comics, doivent acheter 50 exemplaires de la régulière de couverture non conditionnée pour avoir la 1 sur 50. Elle est offerte ou tu dois l'acheter aussi? Elle n'est pas offerte. Alors non, tu l'achètes, mais c'est du foutage. C'est-à-dire c'est du foutage de gueule pour parler clairement. En gros, si à l'achat, tu payes 3 € ta couverture de Batman 140 par exemple, qui sort bientôt là, et que tu veux la 1 sur 50. Eux, ils vont te la facturer, la 1 sur 50, à 3 € aussi. Sauf qu'à côté de ça, tu as dû acheter 50 exemplaires à 3 € pour l'avoir. Mais si tu n'as pas 50 clients qui t'achètent du Batman, comment tu fais? Tu as du stock en trop. Ah oui, tu as du stock en trop. Mais si tu veux pas perdre d'argent, tu es obligé de vendre ta 1 sur 50 plus cher. Beaucoup plus cher. Bien sûr, et c'est ce que font les Américains. Et c'est exactement ce que font les Américains, les amis. C'est la même chose. Donc nous, on s'est dit, bon, là où j'étais avant, je faisais pas d'incentive cover. Moi, je voulais le faire en utilisant le même système que les Américains, mais alors pour le coup, la direction que j'avais à l'époque, où j'étais pas en charge de la librairie, alors que là, je suis en charge, ne voulait pas. C'est un choix, ça se respecte, pas de problème. Bien sûr, là, tu leur dis, il faut acheter 50 fois le même, ils vont te dire, mais t'es malade. Voilà. Sauf que moi, j'ai dit, en arrivant ici, en prenant la boutique comics en charge complètement, voilà, on va le proposer. On va le proposer, mais on indique bien aux gens en amont, surtout, que, attention, si tu veux une 1 sur 25, une 1 sur 50, etc., le prix va pouvoir osciller. C'est-à-dire que si j'ai quelqu'un qui me demande la 1 sur, par exemple, les Batman White Knight, basiquement, ou là, récemment, donc Batman Beyond the White Knight, ou présente génération de Joker. J'ai une personne, une cliente, là, pour le coup, qui, elle, voulait toutes les 1 sur 25 de Sean Murphy. Celle-là, par exemple, c'est une 1,50. Voilà, par exemple. Et donc, il se passe que cette série, elle cartonne. Cette série cartonne. Donc, en gros, tous les exemplaires, ils étaient réservés ou vendus. Donc, la personne, elle l'a payé combien? La 1 sur 50 ou la 1 sur 25, elle l'a payé 4,99. Le prix normal. T'as les boules, là, t'as les boules. Pourquoi? Parce que là, j'avais suffisamment de personnes pour assumer l'achat. Donc,
donc je ne spécule pas par-dessus. Je ne marche pas Bien. plus sur une 1 sur 50 que sur une régulière. Ça, c'est mon engagement à moi en tant que libraire, en tout cas. Je fais pas Super. plus d'argent sur une 1 sur 50 que sur une 1 sur 25. C'est hors de question. Tu vois, c'est vraiment hors de question. Par contre, si j'ai que 10 personnes qui m'achètent là du Batman White Knight présente génération de Joker, etc., ça veut dire que je vais en acheter 15 en plus pour avoir la 1 sur 25, par exemple. Bon, bah, le prix, il est répercuté. Pour une part, je mets pas l'intégralité des 15 exemplaires au niveau du prix d'achat, je précise, et pas de vente, hein, dans la 1 sur 25. Je me dis, bon, combien j'estime que je vais en vendre, a priori, des régulières, combien j'ai dû en acheter en plus, et donc comment je répercute sur le prix derrière. Voilà, mais les gens, ils le savent, ils sont pas pris en traite. Ils le savent en Ça, c'est amont. bien. Toujours. Non, mais c'est très bien. Souvent, on me demande, là, j'ai quelqu'un qui me demande, hein, là, il y a le Zorro, bah, tiens, on parlait de Sean Murphy. Le Zorro, donc la campagne est finie et il est sollicité dans le previews américain. Donc là, nous, on va pouvoir commander toutes les couvertures quasiment, à l'exception de celles qui étaient exclusives, bien sûr, que à la campagne. Et même là encore, on a des moyens d'en récupérer, mais c'est encore autre chose. Et là, pour le coup, moi, j'ai des gens qui veulent la 1 sur 50 de Sean Murphy, donc en noir et blanc, où il y a beaucoup de gens qui veulent la Dustin Nguyen, par exemple, la 1 sur 25, qui est sublime, hein, franchement. Voilà. Et j'ai beaucoup de monde. Donc là, je leur dis, moi, je suis obligé d'ajuster à chaque fois en fonction de toutes les commandes. Et tiens, là, par rapport à toutes les demandes que j'ai, je suis obligé d'acheter 250 €, quoi. C'est monstrueux. Donc, il faut que d'abord que les gens soient OK sur le prix, quoi. Donc, il se passe que derrière, à partir du moment où j'ai une 1 sur 25 ou une 1 sur 50 comme ça que j'ai commandé, souvent elle est déjà réservée par quelqu'un qui a souvent laissé ce qu'on appelle un acompte nominatif. Donc c'est une somme qui va récupérer intégralement bien sûr derrière. Hein. C'est juste pour nous sécuriser, pour pas qu'on se fasse planter en gros. Et ça veut dire que mon stock qui va arriver, il est sécurisé. Si tu viens en magasin, tu vas dire tiens, putain, il lui reste 50 € le mec. Ça s'est pas bien vendu, hein, tu vois. Ah. Et qu'est-ce qu'on fait d'ailleurs du surplus? Et ben, au final, pendant un moment, je les laisse au prix normal, et puis à un moment donné, ils passent dans une case où on les vend moins cher. Ok. Ou tu n'essaies pas de les vendre sur non. eBay ou j'en sais rien, non? Non. Je n'ai ni le temps, ni l'envie de faire ça. D'abord, il y a des gens qui font la VPC très très bien sur la VO. Pour les citer, Comic Zone et Pulp font ça super bien. Ouais. Je ne pense pas, je peux me tromper, mais je ne pense pas, moi ça fait 18 ans que je fais ça et que je fais de la VO, je ne pense pas qu'il y a suffisamment de place pour proposer le même service que ce que 2 librairies font déjà très très bien à ce niveau-là. J'en oublie évidemment quelques autres peut-être qui le font, mais là je pense à ces deux-là parce que c'est assez évident. Donc je le fais pas. Ensuite, ça nécessite toute une logistique supplémentaire. Ça veut dire décider d'investir de son temps spécifiquement là-dedans. Or, la VO, vous le savez, ça ne rapporte pas grand-chose à une librairie spécialisée. C'est des clients qui cherchent la VO, quoi. Ça rapporte des clients qui font de la VO, mais la marge sur la VO est absolument ridicule. Oui. Ah, franchement, la marge est ridicule. Hein. Et moi, je fais partie de ceux qui sont les, je sais pas, je suis peut-être 3e ou 4e plus gros vendeur de VO en France maintenant, j'en sais rien. Mais peu importe d'ailleurs, hein. ça représente rien. L'intérêt, c'est bien sûr, bon, d'abord il y a le kiff. D'abord, faut pas oublier ça, parce que quand la VO arrive, même moi qui suis libraire depuis longtemps et lecteur depuis longtemps, t'as toujours le kiff total du gamin devant son paquet de cadeaux. C'est ça. Découvrir le matériel original. C'est ça, exactement. Et tu sais que tu vas le lire tout de suite, tu vois. C'est, tu te ramènes le soir à la maison, t'as des trucs, bah, c'est comme, entre guillemets, c'est comme si tu étais un Américain, quoi. Tu vas lire en même temps le Spider-Man et le Batman que le gars là-bas qui est à Chicago, à New York ou quoi, etc. C'est exactement, on les reçoit en même temps qu'eux, quasiment. Donc ouais. Ça, c'est cool aussi. Et derrière, ça permet vraiment de travailler en amont, en tout cas de mon point de vue. C'est un truc que j'ai toujours théorisé, entre guillemets. Ça te sert vraiment énormément en amont à parler des bouquins bien avant qu'ils soient sortis. Tu vois, je sais que dans le fil conducteur là de l'émission, il y avait le fait de parler de The Nice House on the Lake. Pourquoi j'ai pu faire une couverture exclusive sur The Nice House on the Lake? Parce que j'ai eu le premier single le jour de la sortie américaine. Voilà, ça c'est la couverture exactement, ouais. Et de mon j'ai wow, c'est quoi ce truc? J'ai attendu le deuxième, j'ai lu le deuxième, j'ai fait bon. Et là
J'ai lancé la machine, quoi. Je savais forcément ce qui allait, ça allait paraître. Et donc, j'ai engagé la discussion, mais très, très longtemps en amont, quoi. Mais comment ça se passe, du coup? Comment ça se passe de quoi exactement? Comment tu lances Ouais, comment tu arrives à avoir des couvertures personnalisées Tu payes. Alors, oui, évidemment, tu payes, bien sûr. Bien évidemment. Maintenant, c'est pas si courant. Et quand vous regardez en dehors des chaînes, comme anciennement Album, mais maintenant Mommy, par exemple, ou quoi, qui vont en faire un petit peu régulièrement, des trucs comme ça, dans les comics, vous avez quelques librairies qui vont faire ces couvertures exclusives. Vous allez avoir Pulp, un coup, Comic Zone, Central à Paris, nous, à Toulouse. Et au-delà de ça, j'en oublie peut-être, hein, évidemment. Original Comics en faisait un moment, mais je crois qu'ils en font plus. Alors, Original Comics ne fait plus de VO depuis un moment. Oui, non, mais donc, des couvertures en VF. Oui, c'est vrai, oui. Par exemple, exact. Mais c'est vrai qu'il fait... Bon, après, Original Comics, si vous avez suivi l'actu, vous savez très bien qu'il y a des gros problèmes et qu'il le dit lui-même, hein, qu'il cherche un repreneur. Oui. Donc voilà, mais là, il y a beaucoup de choses derrière en amont, pareil, c'est un peu comme quand on voit les vidéos des uns et des autres, que toi, de Thomas Rivière ou de Max, par exemple, et la petite bataille qui se livre régulièrement par écran interposé ou quoi, il y a beaucoup de choses derrière. Et quand on connaît le métier, là, pour le coup, il y a des choses qu'on comprend très très vite, on va dire, qui sont pas dites dans les vidéos, hein, je précise. Donc voilà. Après, oui, il a fait beaucoup de couvertures. Il en a fait trop, à mon avis. Mais ça, c'est d'un point de vue, évidemment. Mais il y en a beaucoup qui sont encore disponibles, visiblement en quantité, quoi. Donc c'est un vrai risque. Il faut faire attention parce que, comme tu l'as dit, oui, bien sûr, il faut payer. Alors, comment ça se passe dans les faits? D'abord, moi, j'ai lu un bouquin donc en VO, The Nice House on the Lake, par exemple, que j'ai trouvé absolument dingue, et je me suis dit, ce titre est super. On va vraiment pouvoir en parler à beaucoup de monde, vraiment pouvoir le conseiller à énormément de monde. Donc, dès que j'ai entamé la discussion avec Urban, en l'occurrence, là, ça participe de deux choses. Il y a, soit tu as déjà, entre guillemets, on va dire le réseau, mais en gros, soit tu connais déjà les personnes, soit tu les contactes. Moi, il se trouve que je connaissais déjà les gens de chez Urban depuis un bon moment. On s'entend très bien, mais ça garantit pas du tout qu'on va faire des projets ensemble, hein, évidemment. Il n'y a pas de... Là, ça marche pas au copinage. Hein. Il y a des projets. On avait un projet énorme il y a pas longtemps qui a chopé à la toute dernière minute, quoi. Et qu'on s'entende très, très bien, c'est une chose, mais ça a échoué quand même, quoi, tu vois. Donc, il y a le boulot d'un côté et il y a le fait d'avoir une très bonne relation de l'autre. Et puis, il faut pas s'arrêter à ça, quoi. Il faut pas s'arrêter à un projet qui se fait, un projet qui se fait pas. C'est nous, on est là pour le partage et puis penser aussi à, évidemment, penser à si c'est vertueux financièrement. Évidemment, un projet. Tu peux kiffer un bouquin, mais te rendre compte que t'es le seul à le kiffer, il vaut mieux pas partir faire une couverture variante dessus, quoi, tu vois. Sinon, oui, ça peut être un risque si Nice House on the Lake aurait fait un bid. Je ne pense pas parce que c'est très bon. Mais ouais. Ouais. Mais imaginons que ça plaise à personne. Eh ben, j'aurai un joli stock, mes amis. Ouais, c'est ça. J'aurai un joli stock. Et oui, on aurait perdu de l'argent, bien sûr. Donc voilà, c'est un vrai pari. C'est là-dessus où j'étais sûr. Moi, personnellement, j'étais sûr. Quand je l'ai lu, j'ai fait putain. Entre le dessin d'Alvaro Martínez Bueno, ce que faisait James Tynion là-dessus, j'ai fait c'est sûr. Donc on a lancé la discussion, j'ai contacté Urban et je leur ai proposé tout de suite. Donc je savais en amont, avec les infos qu'ils me donnaient, ce qui était prévu de faire. Au départ, ils voulaient faire un gros bouquin à 35 € et finalement, ça donnait 2 bouquins. Pourquoi? Parce qu'ils voulaient que le premier soit sorti à temps pour Angoulême, en fait, tout simplement. Et du coup, c'est pour ça qu'ils sont engagés à faire un premier bouquin à 15 et un deuxième à 20 €, parce qu'ils voulaient pas que ça dépasse le prix du bouquin tel qu'il était initialement prévu. Okay, donc là, en fait, que ça se sache ou pas, là, pour le coup, ils ont décidé de respecter ce qui était prévu initialement. Donc, évidemment, pour les 2 cycles qui vont suivre, il y aura, si vous ne le saviez pas, donc il y aura 2 cycles de plus en tout. Et là, pour le coup, ils vont évidemment garder la même formule de 2 bouquins, bien sûr. Okay. Une fois qu'on a lancé la discussion, qu'ils ont dit OK, après on discute chiffres. On dit tiens, vous voulez faire un tirage de combien? Et là, ça se négocie. Si ils arrivent en disant tiens, moi je vais faire un tirage de 50 exemplaires,
Ils vont dire, mais j'ai pas dû bien entendre, attends quoi? C'est ça. Alors ils te Donc, disent on ok, avait- mais allonge la monnaie, quoi, parce que. et évidemment, jamais de la C'est ça. vie. Donc, on a négocié sur 300 exemplaires, ce qui, si vous regardez en ce moment, c'est plutôt la norme, hein, d'ailleurs. Ouais, c'est même pas Les beaucoup au 300 final. Hein. exemplaires. Alors, c'est beaucoup et c'est pas beaucoup. On parle du marché des comics. Hein. Ouais, Donc, mais Momi, par exemple, moi je suis à Metz, donc je vais chez ouais. Momi Metz, et ils ont des tirages. Après, c'est une chaîne, hein, il y a plusieurs boutiques, mais c'est souvent des 800 exemplaires, les trucs. Hein. Ouais, 600, parce que 800, 900. c'est la différence entre une chaîne, justement, Momi, qui se porte plutôt très très bien, et les librairies indépendantes. Si tu regardes un tirage de Comic Zone, ou par exemple, c'est l'an dernier, il y avait eu Démon de Snyder Je l'ai pris. et Capullo. Il y a eu un tirage Comic Zone et Central Comics associé, je crois. C'est ça, Tu je vois, l'ai pris, quand il est tu super regardes beau. derrière, t'as les deux logos. Bon, moi, il se C'est trouve ça. que j'en ai eu aussi parce que on se connaît bien avec les deux équipes. Et donc, j'ai pu en gratter et participer un peu au truc. Ce qui, pour eux, est plutôt une bonne chose. Ça sécurise un peu plus, entre guillemets, l'investissement, bien sûr. Et pour moi, je propose aussi une couverture exclusive, à moindre frais, entre guillemets. Et on s'arrange dès qu'on peut les uns les autres. Donc ça, c'est super cool. Là, moi, j'ai une couverture exclusive qui sort la semaine prochaine, par exemple. Et on fait alors, c'est une exclue, mais il va y avoir une tournée autour que j'ai montée de toutes pièces. Et finalement, l'éditeur s'est complètement associé au truc, participe au truc finalement, alors que c'était pas prévu au départ. Et a priori, il y a plusieurs des libraires qui font partie de la tournée à qui on va, entre guillemets, rétrocéder une partie des couvertures exclusives parce qu'ils veulent pouvoir la proposer aussi. Et on trouve ça super cool d'associer ça à la venue de l'artiste en question, quoi, tu vois. Donc c'est un petit peu la cerise sur le gâteau, c'est ce qu'on a fait avec The Nice House on the Lake, et c'est ce que nous on souhaite faire systématiquement pour chaque variant cover qu'on fait de façon exclusive. Vous voulez pas faire une variante pour Jim Lee Là, Denis, il est en train de faire son bail, il part à Toulouse la semaine prochaine, hein, c'est bon. Alors pour Jim Lee, c'est pas impossible en vrai, pour une librairie ou pour une chaîne de faire une variante cover de Jim Lee. Il faut que l'éditeur soit d'accord déjà, bien sûr. Il faut que Urban évidemment soit d'accord, puisque là on parle de Jim Lee, donc forcément que du DC Comics. Enfin, ça serait étonnant que tout d'un coup Panini te fasse une variante Jim Lee exclusive, etc. Tu vois, bon. Ils l'ont fait pour Heroes Reborn. Ouais. Voilà. Mais alors, leur propre site à eux, quoi. Ah oui. Oui, bien sûr, évidemment. Bien sûr. Mais ils l'ont fait. Bien sûr, mais c'est du matériel qui existe depuis 40 ans, 30 ans en arrière, quoi, tu vois. Ouais, bien sûr. Donc bon, ça c'est autre chose. Mais c'est pas impossible. Hein. Sur le papier, rien n'est impossible. Et d'ailleurs, il faut rien s'interdire. Quand tu lances des projets, nous, le projet qui a pas marché avec Urban, mais vraiment à la dernière minute, c'est pas du fait d'Urban, c'est de la fait d'un auteur. Du fait d'un auteur qui a dit non au dernier moment. Ah. Oui, c'est ce que j'allais te demander. Une fois que tu as négocié avec Urban, là, par exemple, pour la cover, l'auteur a encore son mot à dire, je suppose. Non, en vrai, ça dépend, mais Urban, en tout cas, eux, et je peux parler là pour le coup, pour travailler avec eux depuis très très longtemps, et très souvent, eux respectent totalement la volonté des auteurs. Si un auteur leur dit non sur tel projet, ils vont pas le faire. Oui, ils vont pas le faire et c'est tout à leur honneur. Ils respectent d'abord le créateur ou les créateurs du truc. Moi, je comprends pas. Sur le timing, c'était un peu douloureux entre guillemets, mais je comprends tout à fait le fait qu'il puisse y avoir une réponse négative, bien sûr, qu'un projet se fasse pas. Et puis il faut c'est le jeu. Tu montes un projet, tu tentes le truc, des fois ça le fait, des fois ça le fait pas, tu repars au feu, quoi, hein, tout simplement. C'est faut pas se vexer d'un truc sous prétexte que ça se fait pas, parce que par exemple pour Sean Murphy, pour la variante cover du Beyond the White Knight, on était honnêtement, ça s'est joué à rien entre Mommy et nous, quoi. Ok. Ça s'est joué à rien. Mais là pour le coup, il y avait une chaîne qui proposait forcément un tirage plus conséquent, d'une part, et puis pour eux, c'est plus facile à assumer dans la mesure où ils ont des librairies dans différentes villes de France, bien sûr, etc. Et puis après, de ça découle d'autres choses, comme une tournée, ou quoi. Par exemple, si on avait eu la variante cover de Batman Beyond the White Knight, on aurait, nous, accueilli probablement Sean Murphy, c'est ce qui était prévu, bien sûr. Voilà, eux, ils l'ont eu, donc c'est plutôt passé par Mommy, évidemment, avant d'en descendre vers Nice et puis l'Italie, quoi. Tu vois, c'était, il y a tout un tas de choses qui fonctionnent, qui sont associées au final. Tu vois, c'est un peu comme les dominos. Voilà. Et juste pour finir sur ta question, pour pas trop digresser,
sur The Night House on the Lake, à partir du moment où on est d'accord avec l'éditeur, il faut ensuite choisir et proposer le visuel qui nous intéresse. Celui que Red a montré là, en fait, moi j'avais présélectionné 8 visuels, 8 couvertures variantes, et en gros on a voilà, avec le logo Comptoir du Rêve, et on a fait voter les gens, tout simplement. On a fait voter nos clients, en gros, sur un compte qui s'appelle The Comics Comptoir du Rêve, la Private Party, quoi, en gros. Il y a Facebook où on parle un peu c'est un peu club privé, quoi. En gros, on parle aux gens de tous les projets qu'on peut avoir, etc. On demande leur avis, etc. On va pas toujours tout prendre en considération, bien sûr, parce que c'est pas. Mais c'est bien d'avoir leurs avis. C'est bien, la confiance. C'est très bien, parce que moi, par exemple, tu vois, sur cette couverture-là, quand tu regardes les couvertures alternatives qu'il y avait à la fin, moi, il y en a une qui me plaisait beaucoup, je crois, qui était de Aaron Campbell, très orange, avec une tentacule ou un truc comme ça, il me semble. Elle me plaisait beaucoup, tu vois. Attends, j'arrive. Voilà, celle-là, effectivement. Je la trouvais super kiffante, tu vois, cette couverture. Je préfère celle qui est devant, moi. Oui. Et du coup, quand j'en ai parlé, moi, avec François, avec ma compagne, pour tout dire, et François Hercouet, donc le directeur d'Urban, tous les deux m'ont fait la même réflexion. Ils m'ont dit, mais t'es sûr, mais elle est dure quand même, celle-là, elle est violente, tu vois. Et je dis, de toute façon, moi, je vais faire voter les gens, donc voilà. Et en fait, ça n'a pas été compliqué, hein. J'ai fait voter les gens et il y a une immense majorité, ils ont voté pour la couverture qui est arrivée finalement. Voilà. Et c'était vraiment raccord. Et en fait, moi, au début, c'est toujours un peu le distinguo quand tu prends une couverture qu'on te présente en sollicitation en numérique. Tu vois, tu la vois sur les réseaux, tu dis ouais, elle claque et tout, tu la vois arriver en vrai, tu fais elle est pas si jolie que ça. Parfois c'est l'inverse. Une couverture, tu la vois en numérique sur ton écran ou quoi, tu dis ouais, elle est pas mal, enfin elle est pas non plus dingo, tu vois. Et quand tu la vois arriver en vrai, elle rend vachement mieux que ce que tu croyais. Et là, quand elle est arrivée, celle-ci, imprimée, waouh, trop content, quoi. Trop content. Ravi de pas avoir eu moi gain de cause, quoi, tu vois. Vraiment. Et pour leur version noir et blanc, pareil, ils ont fait une super cover. Hein. Ah ouais, franchement, elle est dingue. Elle est dingue. Donc là, vraiment, et à chaque fois qu'on fait ça, ce genre de choses-là, par exemple, moi, je donne pas mon avis. On propose juste les couvertures, à aucun moment je donne mon avis. C'est ouais, faut pas influencer du tout. C'est voilà. Si après il y a du 50-50 ou quoi, là par exemple, je te montre. La semaine prochaine, il y a Chroma qui sort. Oui. Donc ça, c'est une couverture exclusive qu'on fait nous exclusivement. Donc et pareil, on avait proposé plusieurs visuels aux gens dans les votes, et c'était vraiment kiff. Et puis du coup, on a opté pour celle-là, quoi. Mais plus aussi en rapport avec la poésie entre guillemets du récit, le fait qu'il y ait la personnage principal dessus, et puis le visuel, quoi, on va dire. Donc voilà, là nous on prend la décision quand même au final. Mais sinon, ouais, dans la mesure du possible, on essaie vraiment d'impliquer les gens, quoi. Et à partir du moment où on a fait donc le choix de la couverture, ça a été validé par tout le monde, Alvaro Martinez Bueno à Urban. Mais après, faut passer à la caisse, quoi, en gros. Parce que comment ça marche le système des couvertures variantes? Ça veut dire que toi, en tant que libraire, ou en tant que chaîne de librairie puisqu'on parlait de Mommy juste avant, en gros, tu vas acheter les exemplaires qui vont soit être imprimés en plus par l'éditeur, soit ils vont le prendre entre guillemets dans le papier qui était prévu pour le tirage. Donc ils vont entre guillemets le soustraire de leur tirage. Soit l'un, soit l'autre. Exactement. Soit l'un, soit l'autre. Et puis ils te le facturent, évidemment. Et toi, en tant que libraire, t'as une remise qui est plus ou moins importante avec l'éditeur en question. Ça, bien sûr, ça dépend en général du chiffre que tu fais avec eux. Faut pas se mentir. Faut être tout à fait franc du collier là-dessus, sur ce genre de choses-là, etc. Et derrière, donc, t'achètes un stock. T'achètes, nous, 300 exemplaires de The Night House on the Lake. Eux se chargent de toute l'impression, etc. Ensuite, tu reçois une palette complète de tes ouvrages. Et puis, à toi de jouer, quoi, à toi de bien communiquer, à toi d'associer ça avec d'autres choses comme un événement particulier.
Et c'est donc ce qu'on a fait. Mais oui, c'est un investissement, bien sûr. Tous les libraires indépendants, vraiment indépendants, je veux dire, dans le sens qu'ils font pas partie d'une chaîne, qui font des couvertures variantes, prennent forcément un risque. Ils font un risque sur des titres auxquels ils croient. Là, par exemple, vous avez une couverture variante qui est parue sur Aerosmith. Je crois que c'est Central à Paris qui l'a fait. C'est Dynamo qui l'a fait. Il y a d'autres librairies normalement qui vont peut-être en récupérer un petit stock parce que quand des éditeurs parfois vous proposent parfois c'est les éditeurs qui vous sollicitent, notamment si vous êtes entre guillemets installé ou qu'il y a beaucoup de choses qui se passent chez vous, qui voient que ça fonctionne, etc. Ça peut les intéresser aussi parce que vous êtes entre guillemets actif, quoi, vraiment. Et on peut vous proposer des titres. Dans certains cas, c'est moins un titre comme Aerosmith par exemple. Moi, j'y vais pas. Pas parce que le titre est pas bon. Hein. Le titre il est super bien. Le titre il est super bien, mais parce que je crois pas au potentiel. Alors ouais, moi j'avais justement une dernière question et je pense que tu es en train d'y répondre. Est-ce que forcément, sans exagérer, mais quand tu fais une variante cover, ça crée plus de ventes? Bien sûr, évidemment. Nice House, la question ne se posait pas parce que c'est un super titre. J'ai moi-même acheté sur ton site internet la variante cover parce que j'avais envie de l'avoir, parce qu'elle était belle, parce que tu as l'impression d'avoir un objet collector exclusif, c'est super cool. Mais si tu fais, voilà, maintenant... oui, je suis malade et tout va bien. Non, mais si tu fais, j'en sais rien, on va dire un titre Spawn, parce que Spawn, il y a 127 tomes, et si le 33e tome, tu fais une couverture variante, est-ce qu'il va plus se vendre chez toi que le tome 32 et 31? Écoute, c'est un très bon exemple, parce que peut-être tu l'as fait exprès ou pas, mais on a fait une couverture de Spawn là récemment. Oui, avec Kibar. Avec Kibar, on a fait la couverture du Spawn Renaissance tome 13 avec Kibar. Et alors l'idée, moi en tout cas, ce que je souhaite dans l'idéal à chaque fois, c'est de pouvoir accueillir à chaque fois le ou les artistes créateurs ou soit de l'album ou sinon des couvertures. Et là, je trouvais ça super intéressant d'avoir un artiste qui est en train d'exploser, ce qui est son cas, pour sa première couverture en France. Qui plus est. Donc là, on l'a fait. Est-ce qu'on a vendu plus de Spawn Renaissance tome 13 que ce qu'on a vendu du 12, du 11, etc. Mais alors oui, largement plus, quoi. Largement plus, évidemment. C'est évidemment. Mais ça se justifie de plein de manières. D'abord parce que sa couverture est claque. Franchement, il faut rendre hommage à son travail. Il est en train de déboîter, quoi. Donc, je suis très, très curieuse de voir ce que la suite lui réserve, parce que il a un talent fou, c'est un gros bosseur. Il se rend extrêmement disponible pour les gens. Enfin, il a envoyé. Hein, on l'a rencontré à Paris, au Batman Day. Super gentil, il dessine vachement bien. Il a fait des dédicaces de malade. Hein. Il a fait des dédicaces de fou. Il était vraiment. C'est sa première dédicace en librairie d'ailleurs qui plus avec nous. Ah ouais. Il était très soucieux de bien faire, de vraiment prendre le temps pour chaque personne. Donc non, énormément là. Franchement, si tu passes par là, chapeau bas, vraiment. Et oui, on a. Viens aussi dans l'émission. Viens dans l'émission. On prend. Je vais mettre des têtes de mort partout, moi. Faites gaffe. Il l'a fait. Et donc oui, là, pour répondre à ta question, on a vendu beaucoup plus de Spawn Renaissance que le tome 12 et que le tome 14, évidemment, probablement, quoi, tu vois. C'est évident. Après, il y a des gens qui prennent ces albums-là parce que la couverture leur plaît beaucoup, et du coup, ils voient qu'elle est chez nous, elle leur plaît, bon, ils viennent l'acheter ici ou ils la commandent sur le site internet. Il y a aussi des gens qui collectionnent. Et le fait d'associer ça systématiquement avec la visite, la rencontre avec un créateur, un auteur, il y a vraiment un truc en plus, c'est-à-dire que toi, tu as acheté une couverture qui est limitée à 300 exemplaires, elle est déjà collector par essence. Si en plus, ta couverture collector, tu vas avoir la chance d'avoir un dessin dedans, d'avoir une rencontre avec la personne, entre guillemets, c'est doublement collector, quoi, tu vois. C'est vraiment... C'est-à-dire que ceux qui auront l'un des 300 exemplaires, ils sont forcément pas très nombreux déjà de base, mais ceux qui auront l'un des 300 exemplaires dédicacés,
encore, voilà, pour le coup, beaucoup moins forcément, tu vois. Donc, et souvent, l'idée, c'est d'associer ça. Nous, bien sûr, en toute franchise, ça multiplie tes chances d'en vendre plus, évidemment, ou d'avoir beaucoup de monde lors d'une dédicace. Ce serait totalement hypocrite de ma part de dire l'inverse. Mais l'idée, c'est d'abord de faire une vraie rencontre, de vraiment faire un vrai partage. Moi, j'en veux pour preuve, par exemple, souvent, on fait des rencontres avant les dédicaces. On fait souvent des panels de discussion. On l'a fait avec les amis de 404, Romuald Joliveau, Yacoub Rebelka, Nicolas Beaujean l'autre jour. Une rencontre de discussion d'une heure dans un lieu qui est magique, qui est à côté de la librairie. Et avec Kibar, on l'a fait aussi. Ce temps-là. Ça fait pas usine à dédicace, quoi. C'est ça. Non, c'est pas ça du tout. Parce que ce temps-là de partage et de rencontre et de discussion, on discute autour d'un artiste spécifiquement, autour de lui, ça peut être de sa façon de travailler, comment il en est arrivé là, son parcours, bien sûr la genèse, comment il a été contacté par Todd McFarlane, etc. Et souvent, toutes ces rencontres, elles sont hyper bienveillantes, déjà. C'est vraiment un pur moment de partage. C'est une conversation, en fait. C'est une conversation où même je limite le nombre de places maximum pour que ça reste une conversation et que tu ne sois pas dans le cas où tu aurais quelqu'un avec un amphi, quoi, tu vois, et où tout d'un coup ça redevient complètement impersonnel. C'est pas l'idée. Et ces conversations-là et ce temps qu'on prend nous sur le temps de la librairie et du reste, ça ne rapporte à rien du tout. Donc là, on n'est pas dans le rapport, on n'est pas dans le rapport monétaire au bouquin ou quoi que ce soit. Tiens, allons-y, quoi. Non, c'est juste du partage, c'est juste du kiff et c'est juste génial. Moi, je vous donne un autre exemple parce que c'est un exemple là qui était vraiment, je pense qu'il y a eu beaucoup de monde quand on l'a fait. On a reçu c'était l'an dernier, les frères Miranda pour We Live. Oui. Je sais pas si vous avez lu We Live chez 404, Oui. qu'on a vraiment beaucoup aimé. Et donc on a reçu Roy et Inaki Miranda. Et on leur a fait une surprise. Donc on a fait une rencontre comme ça d'1 heure. Et en fait, on leur avait préparé un petit film vidéo. Il faut sauver Willy. C'est ça. Ça sent. Ne l'invite jamais. C'est ça. Ne l'invite jamais. Et en fait, ils n'étaient pas au courant, bien sûr. Ils n'étaient pas au courant. Et donc, quand ils sont rentrés dans la salle, après s'être installés et tout, on a balancé le film, la salle tout en noir, et puis l'écran tout d'un coup qui se révèle, et le film qui est balancé avec leur musique évidemment qui avait été composée pour le tome 1. Et puis voilà. Et quand on a rallumé et tout, moi j'étais assis à côté de Inaki Miranda et il avait les yeux pleins de larmes. Trop bien. C'est génial. Et là, franchement, mais sans déconner, j'avais les poils de malade, quoi. C'est rien qui c'est de fou. Et là, tu fais ça et tout le monde est là, tout le monde sent le truc. Après, tu as la discussion qui s'ouvre et tu apprends des trucs incroyables sur la création de l'album, quoi. Donc là, on est dans le partage, dans le kiff total, quoi. Ce moment-là, moi, je vais pas gagner plus d'argent, hein. Donc, c'est vraiment pour dire, c'est pas du consumérisme à tout craint, quoi. C'est pas l'idée. C'est, on part du partage et du kiff d'abord. À moi d'être entre guillemets si je fais bien les choses, évidemment, d'essayer d'être le plus vertueux financièrement possible. Dans ce genre de projet-là. Et voilà. Mais après, il faut bien lister tes projets, évidemment. Tu vois, je disais un truc comme Aerosmith, moi, par exemple, j'y serais pas allé. Pourtant, le titre, il est génial. J'avoue, il est génial. Et la couverture qu'a choisi Dynamo pour Central, elle est super bien. Et je vous encourage, toutes celles et tous ceux qui passent par là éventuellement, à aller voir ce titre. C'est super bien. C'est un peu avec Pacheco, c'est une tuerie. C'est une tuerie. C'est juste que moi, c'est le genre de titre, par exemple, sur lequel j'ai un vrai doute sur le potentiel de vente, quoi. Là, je me dis, je suis vraiment pas sûr. Je suis vraiment pas sûr. Il faut avoir une... Généralement, Delcourt, c'est qualitatif et je pense que ça se vend plutôt bien, non? Delcourt, comme les autres, ils ont des titres qui se vendent pas du tout, hein. Oui, mais enfin, moi, dans l'ensemble, j'ai l'impression qu'ils ne sortent pas énormément de comics, mais le peu qui sortent sont plutôt bien à chaque fois. C'est l'impression que j'ai de cet éditeur. Souvent, sur la qualité, c'est plutôt vrai, bien sûr. Bien sûr. Mais aujourd'hui, la qualité, c'est pas le seul gage pour faire des ventes, hein, malheureusement. Ah ouais. Non. Donc, t'as qu'à voir, t'as aussi des grosses daubes qui se vendent très très bien parfois, hein. Donc, voilà, ouais, évidemment. Ça dit quoi, toi? Et King Time. Moi, j'aime beaucoup Steve Zdarsky, tu vois. Je trouve qu'il a fait des choses super intéressantes et géniales. Là, le Dark City tome 2 qui vient de sortir en français. On est d'accord. C'est rigolo, c'est rigolo. Non, c'est nul. La partie Jiménez, c'est rigolo.
Ouais, mais bon, t'as 3 pages t'as 15 pages sur un album entier, Oui. quoi. Bah, tu préfères quand ils chutent de la Lune pour aller sur la Terre sans rien? Ouais, à la limite, c'est plus Ok, drôle, d'accord. quoi. Voilà, Non, mais voilà, c'est, t'en as plein les mirettes. t'as les trucs, Batman se vendra toujours très bien et mieux que des trucs qui sont parfois bien meilleurs en qualité. Après, ça dépend des auteurs, etc., évidemment. Enfin, on connaît la musique, mais ouais. Il y a des titres indés qui sortent, ils ont aucune vie, quoi. Ils ont aucune visibilité globalement. Et ils peuvent être absolument géniaux. Personne les a lus, personne ne savait qu'ils existaient, donc dommage. Ils partirent faire sur des variant covers sur de l'indépendant, qui soit publié par Delcourt, Urban ou d'autres. Réfléchis bien au titre que tu vas. Voilà. Ouais, C'est parce que les 300 exemplaires, tu dois les Faut les payer, vendre. toi. C'est de l'achat ferme, hein, c'est-à-dire que c'est de l'argent que t'engages, quoi, vraiment. C'est pour ça qu'il y a un petit peu les librairies qui font indépendantes, qui font des couvertures variantes. C'est un Je vrai trouve que ça se fait quand investissement, même quoi. de plus en plus. Je sais pas, il y a 5 ans, je n'entendais pas parler. Oui, ça se fait plus. Je pense que tu as raison. Mm. J'ai pas fait le calcul du tout, je t'avoue, mais je pense que tu as raison. Je pense que ça se fait un peu plus. Je pense qu'il y a des libraires et des librairies qui comprennent aussi qu'il y a un réel intérêt là-dedans et qui veulent s'investir, quoi. C'est si tu proposes rien, si tu n'envoies rien, euh, si tu fais jamais de dédicace, si tu proposes jamais d'ex-libris, si tu communiques pas de manière assez active aujourd'hui, t'existes beaucoup moins. T'existes beaucoup moins, même pour ton, entre guillemets, ton business model. Je déteste le terme, mais il faut, quand tu es libraire spécialisé, tu es aussi obligé de penser à ça, quoi. Ça fait partie de ta réflexion. Ça doit faire partie de ta réflexion quasiment tout le temps, quoi. Mais Donc, ouais. est-ce que c'est pas lié aussi, on en avait déjà discuté entre nous, au fait que le public du comics, il s'oriente de plus en plus vers le côté collectionneur que juste lecteur. Donc forcément, on va aller rechercher l'objet en plus de juste la lecture. Donc c'est une Je pense que évolution du oui. marché qui se fait. Euh, alors, oui, après, je pense que cette évolution du marché, tu as raison, hein. Franchement, tu as tout à fait raison. Maintenant, je pense que c'est un peu biaisé, ça. Ça c'est biaisé parce que les éditeurs et certains éditeurs ont pris ce parti-là de miser que sur ce genre de choses-là. De la même manière que Panini vous propose depuis le moment des omnibus qui sont tous entre 70 et 100 boules, etc. Ou là, leur nouvelle collection, entre guillemets, Dernière chasse de Craven, le King Conan Colossal qui est sorti cette semaine, la Ligue des Gentlemen ou Providence, des bouquins qui sont à 90 € pour d'autres qui sont sortis cette semaine par exemple, alors, avec une qualité qui est honnêtement beaucoup plus travaillée que pour les omnibus, mais enfin ils proposent, et on le voit, on a quasiment plus rien à petit prix ou plus rien qui tourne vers un jeune lectorat, quoi. Donc ça c'est un choix qui a été fait il y a longtemps par ces éditeurs-là qui ont baser leur stratégie commerciale sur ça, sur le fait de se dire, voilà, on sait qu'il y a à peu près tant de lecteurs de comics en France vraiment, qui ont le budget pour aller venir prendre ces bouquins-là. Et donc, on va les cibler eux, point barre. Donc, ça participe un peu de la même chose. Et ce que tu dis, ta réflexion sur les collectors et ce genre de choses-là, etc., il y a de ça. Il y a de ça, bien sûr. Tu proposes une couverture collector à des gens qui sont passionnés, qui sont vraiment amateurs, ils ont envie d'y aller. Si tu la proposes à un prix qui reste raisonnable, encore plus. Si, comme nous et d'autres, tu associes ça avec la venue de l'artiste en plus, tu sais que tu vas avoir un moment privilégié et que tu vas retrouver ton moment privilégié, entre guillemets, gravé dans un bouquin qui est collector en plus. Bon, tu as vécu un truc différent de la plupart des autres lecteurs du bouquin en question, quoi. Tu as eu un vrai moment à toi et tu as un vrai truc qui est collector, que très peu ont, etc. C'est un peu le même principe que quand Panini sort la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, le blind pack sur Miles Morales, quoi. Ça marche, hein. Je peux vous dire, ça Ça a marche, hein. Ça marché. se vend beaucoup. Ça a marché Ah ouais, parce ça que moi, marche. je trouve que ça a zéro attrait, je trouve. Ah ouais, pareil. Ouais, mais alors, tu vois, moi j'en ai pris pas mal en me disant bon, on va voir. Je sais qu'en Italie, je m'étais renseigné, ça avait bien fonctionné. Et Ouais, du mais coup, les Italiens, ils mangent de la pizza, ils parlent avec les doigts, ils sont bizarres. T'as quoi contre la pizza, toi? c'est voilà. En fait, c'est tout con, mais je pense qu'il y a un plaisir régressif à ça. C'est un peu comme quand j'étais gamin, j'allais acheter des pochettes de cartes, il fallait les ouvrir pour voir si ça allait avoir tel ou tel truc dedans, telle carte rare dedans, etc.
C'est et ouais, ça marche. Ok. Hein, ça marche. Je En viens tout de cas, tilter de quoi ça vous marche parliez. vraiment. Je viens de Ouais, comprendre de quoi vous parliez, là, ça y est. C'est le truc où tu Oui, sais pas ils ont quelle sorti couverture tu choisis, en fait. c'est un Spider-Man, C'est mais ça. dans un sachet noir. Ouais. Et C'est ça. donc, tu sais pas C'est ce la que pochette, t'achètes. c'est une pochette surprise, Et quoi. il y a le dessin normal, c'est Dick Ruan. Le Mhm. collector, c'est Olivier Coipel. Et le méga collector, c'est Sarah Ah, Piquet, il me semble. Pikeli. Ouais, ouais. c'est ça. Qui est pas enfin, pour moi, personnellement, qui est pas la plus belle des covers, mais bon, après. Pour moi, la Mais, plus D'accord belle, avec c'était lui. Coipel. Mais parce que bon, je suis amoureux Mais de ça, c'est Coipel. quoi, pelle? oui, voilà. Celle d'Olivier est très très jolie, hein, j'avoue, elle est classe. Ouais. Donc oui, moi, Vas-y, j'avais une C'est marrant, dernière hein. question. pose ta question. Mis à part le titre en janvier chez iComics, qu'il fallait qu'on surveille de près, toi qui dis pas mal de VO, est-ce qu'on a le droit d'avoir un petit exclu? Qu'est-ce qu'il faut qu'on surveille de près qui va sortir prochainement? Sacrificers. Comment? Sacrificers de Rick Remender au scénario et de Max Fiumara au dessin. Et je vais citer le coloriste. J'aime bien les citer tout le temps parce qu'ils participent vraiment de la qualité, en tout cas dans certains cas. Des fois, Surtout des malheureusement, duos. moyen. Sur très 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 bon. Écoute, je suis d'accord avec toi. Sur des duos, moi la couleur. Le noir et blanc de Silvestri est tellement incroyable. Il est tellement puissant son ancrage que mettre ce genre de couleur-là un peu pastel dessus, c'est un peu. Alors, je vais pas me faire des amis avec ça, mais un peu les couleurs de Matt Hollingworth pour Sean Murphy sur les premiers White Knight ou d'autres projets qui affadissent un peu le trait de Sean Murphy. Et d'ailleurs, tu vois, il travaille plus avec lui là depuis quelque temps. Peut-être qu'il n'a rien à voir, tu vois. Mais sur le dernier, c'est pas lui qui a la couleur, c'est Dave Stewart, je crois de mémoire. Alors évidemment, Dave Stewart, c'est un peu le pape de la colo pour les comics américains. Mais là, Dave McKeag, le coloriste, The Sacrificers, c'est un titre Image Comics via Giant Generator, qui est la boîte de Rick Remender, son label entre guillemets. Ouais. Et c'est de la fantasy. Je suis pas un lecteur, je suis pas un gros fou de fantasy en bande dessinée ou en comics, mais alors là, le début, on est à 4 singles parus. C'est hyper bien écrit. On a un Remender qui depuis quelque temps a écrit de manière plus minimaliste, vraiment. Et le dessin de Fiumara, waouh! Vous lisez le premier épisode, franchement, fan de fantasy ou pas, c'est prenant. Hein. C'est prenant, c'est poignant tout de suite. Les personnages sont hyper bien campés. On verra comment ça va tourner. Autant ça va devenir très mauvais après. Mais là, sur les 4 premiers épisodes, c'est vraiment très 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 bon. Et ça sortira de toute évidence sur Urban, puisque c'est eux qui ont le catalogue Remender en général et qui le récupèrent quand il était pas disponible. Comme là, vous allez voir chez l'an prochain, ils vont republier Fear Agent, par exemple, qui était disponible. Achilleos n'avait pas la licence dessus. Il avait toujours il l'exploitait toujours avec leur intégrale magnifique d'ailleurs. Et Urban a récupéré les droits. Et du coup, Achilleos a bradé ses intégrales. Si vous appréciez si vous n'avez pas Fear Agent, franchement, nous on en a pris plein parce que j'ai sauté sur l'occasion, faut pas se mentir. Elle est passée de 69 à 40 €. C'est juste incroyable. C'est un très très bon titre. Et là, franchement, The Sacrificers, c'est là où pour l'instant, en tout cas, c'est une dinguerie. Après, il y a plein d'autres titres. Hein. J'ai lu un truc qui s'appelle Nights là tout récemment, qui est super bien. Il y a un truc qui s'appelle Swan Song aussi. Je sais pas si ça sortira en France, hein, ça. Nights ou Swan Song. Vraiment très 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 chouette quoi. Et très beau graphiquement. J'ai lu quoi là, le Dracula de James Tynion et Martin Simons. La cover me donne envie de ouf. Ouais. Qu'est-ce que c'est beau. Waouh. C'est-à-dire que alors le thème tu le connais. Et hein, un petit logo Universal Monster. Donc je pense qu'ils vont faire la suite Frankenstein et compagnie. Hein. Écoute, à voir en tout cas il y a quelque. J'ai pas le droit d'en parler, mais il y a des choses qui se préparent derrière effectivement. Mais là pour le coup, qu'est-ce que c'est beau. Je crois que je vais poser peut-être la dernière question et puis après, sauf si vous avez autre chose. Désolé, j'ai monopolisé la parole. Je me rends compte là. Non, mais on t'a invité pour ça. C'est le but. Non, tu as parlé au tout début que tu étais scénariste de BD. Et je voulais juste savoir exactement ce que c'était parce que bon, peut-être que je les ai vus passer ou que je les ai même lus, mais ça me. C'est Arleston. Tu vois pas qu'il ressemble à fond à Arleston, c'est lui. Appelle-moi Christophe. Allez. Non, beaucoup moins connu. Hein. C'était il y a longtemps maintenant.
C'était là, je fais plus de scénario. J'écris à nouveau, mais pas pour de la bande dessinée. Cool. Et donc on verra, on en reparlera, mais enfin peut-être. Et mais j'ai fait une douzaine d'albums en tout. Ma première série s'appelait Aster, c'était publié chez Delcourt pour le coup. C'était en 4 tomes. C'était entre 2003 et 2008. Donc les gars, vous étiez encore On mineurs. n'était pas nés, nous. Ah, si. C'est ça. On avait dit, Moi, on avait dit supalé, quoi. j'ai l'âge de vos darons, quoi. Tout va bien. Donc après j'avais fait un autre truc avec Delcourt, des trucs chez Casterman, Dargo, Ankama. Donc ouais, c'était en dédicaçant un album justement que je me suis retrouvé à devenir libraire. C'est marrant, ça. Ah, c'est original. Ah ouais, non, c'est parce que j'ai toujours voulu bosser à côté en fait. Et c'est lors d'une dédicace dans une librairie, donc à Toulouse, hein, là où j'étais avant, qu'en fait j'en parlais avec quelqu'un qui me posait la question. Et où je disais que j'aimerais vraiment travailler plutôt dans un truc qui soit lié à la culture et à mes passions, donc comics, musique, ce genre de choses-là, etc. Et ils n'avaient pas de rayon comics et ils avaient besoin de quelqu'un. Et boum. Donc j'ai d'abord fait un remplacement par rapport à quelqu'un qui partait en congé maternité. Ils m'ont dit toi tu t'y connais à mort en comics, vas-y, crée-nous un rayon quoi en gros. Alors il y avait des comics, hein, il y avait quelqu'un qui faisait vraiment le max pour faire vivre un peu les quelques titres qui existaient et tout, mais comme il était déjà en charge de 1000 trucs à côté, etc. C'était pas vraiment dédié qu'à ça, avec quelqu'un en charge que de ça. Donc je m'y suis attelé, puis ça a tellement bien marché qu'en gros ils m'ont demandé de rester quoi. Et puis après ça a poussé, hein, ça a poussé de fou. Et du coup, tu as de nouveaux projets et de nouveau envie d'écrire. J'ai pas perdu l'envie d'écrire, mais bon après la vie passe par là, il peut y avoir différentes choses qui se passent, hein, la vie personnelle, etc. Là j'ai écrit un roman, ouais. Super. Donc voilà. Mais on verra bien. Au début j'étais plutôt parti pour faire un projet bande dessinée nouveau, mais c'est peut-être un peu le réflexe un peu facile de ma part, on va dire. Et puis c'est des amis qui sont autrices, auteurs, etc. entre autres. Et puis ma compagne qui m'ont dit non mais attends, c'est super bien écrit. Alors j'espère que c'est vrai évidemment. Et pourquoi il te mentirait de me mentir pour la beauté de me voir me planter, tu vois, genre dommage, bien fait. Et on verra ce que ça donnera, mais effectivement ouais, c'est très écrit, c'est assez dark, donc on verra. Voilà. On sera attentif en tout cas à cette suite, à cette aventure. Merci beaucoup. Voilà, messieurs, je pense qu'on a fait un très bon tour. En tout cas, c'était super intéressant, comme vous pouvez l'imaginer. Ouais. On te remercie énormément, Guillaume. Merci à vous de l'invitation, hein, vraiment, vraiment, vraiment. On a pu parler comics et enfin, je trouve qu'on ressort avec du côté plutôt positif et ça fait quand même du bien. Exactement. Il faut parce que juste pour conclure par rapport à, on a parlé de ça au tout début, il y a vraiment beaucoup de gens qui sont très négatifs, qui sont tout le temps en train de se plaindre, d'en faire des caisses sur l'état du marché, le bidule, les 4%, etc. Genre, on s'en fout d'être 4%, 5%, 6%, 7%, 8%. Il faut que le comics se vive. C'est tout. Il faut que ça vive, il faut que ça soit partagé. Surtout, moi, si je devais dire juste un truc par rapport à ça, en tant que passionné et en tant que libraire, il faut faire comprendre aux gens que les comics, c'est pas juste les super-héros, quoi. C'est vous avez tous des comics là dans vos bibliothèques les uns derrière les autres là. Vous avez de l'indé, vous avez dit que vous avez adoré. On parlait de The Nice House on the Lake. Il y a personne avec des super pouvoirs. Peut-être Walter, mais on n'est même pas sûr. Dans The Nice House on the Lake, et il y en a tellement. Si vous avez lu toutes les morts de Léa Star par exemple l'an dernier, ce genre de choses là ou autres, il y a des titres qui sont indés, qui sont incroyables et qui méritent d'avoir leur appellation comics aussi en gros, parce que c'est ça qui va permettre de démocratiser. À mon avis, il faut donner il faut mettre le nom sur les choses. Aujourd'hui, les comics, pour la plupart des gens, vous leur parlez de comics en librairie. Vous en avez encore eu aujourd'hui. Hein. Moi, non, les comics, non. Les super-héros, non. Ça veut dire qu'il y a tout à faire. Il y a tout à faire à ce niveau-là. Il y a des éditeurs qui sont très, très intéressés pour faire des choses. Hein. Je ne vais pas les citer parce que je ne veux pas non plus trahir leurs paroles, mais qui se penchent énormément sur le sujet
et qui ont vraiment envie de bâtir des choses autour justement de la démocratisation de ce que sont les comics. De la même manière qu'il y a des éditeurs qui développent les comics sous différents formats, comme pour parler clairement, il y a bien sûr 404 avec la fabrication à chaque fois de titres différents en rapport avec l'album, mais aussi Urban avec les collections Nomade, avec les collections Urban justement, qui sont en train d'ouvrir et vers les petits prix sur une collection qui est pérenne réellement, et sur des titres qui sont en grand format et qui permettent d'intéresser un public qui est plus lié à la bande dessinée entre guillemets traditionnelle, si tant est que ça veut dire encore quelque chose aujourd'hui, et qui s'y intéresse vraiment, quoi. Mais tu vois, les ventes de The Night House on the Lake, c'est pour de l'indé en comics, c'est super bon, quoi. Ouais. Puis bon, il y a des titres que je recommanderais plus pour quelqu'un qui veut découvrir des comics comme East of West ou Lazarus ou des choses comme ça, Tellement. qui ouvrent des univers qui sont beaucoup plus importants et intéressants finalement que certains titres avec des super-héros. C'est ou tout ce qui est Brubaker ou etc. Voilà, c'est super bien vu. Franchement, c'est hyper intéressant. Et après, il faut aussi que l'éditeur fasse un bon boulot, hein, parce que c'est à tout niveau. Tu parlais de Lazarus, qui est une série qui est géniale. Alors, mais qui a pâti d'un ralentissement certain de la parution américaine d'abord, et puis d'un éditeur français enfin, Glénat Comics, c'est malheureux, quoi. Ils ont signé tellement. Dommage, il y avait plein de bons titres. Hein. C'est vraiment dommage. Et franchement, la vérité, là, bon, pour le coup, je suis quand même pas mal au courant. Ils ont acheté beaucoup trop de titres. Parfois, ils ont acheté des titres à des sommes totalement délirantes pour être sûr de les avoir, et ils ne pouvaient pas l'assumer derrière. Et du coup, comme ils avaient signé beaucoup de choses, il y a beaucoup de titres qui sont restés à l'état de tome 1 chez Glénat Comics. Il y a un titre, personne l'a lu, hein. Moi, je l'avais lu en anglais, donc voilà, pour le coup, coup de bol. Mais il fait sortir un titre qui s'appelait Bunker, par exemple. Je sais pas si ça vous parle. Je pense que personne l'a lu, hein, mais ils ont dû vendre 300 exemplaires. C'est compliqué. Personne n'a entendu parler, ils n'ont pas communiqué dessus. Le truc qui est sorti, il était super bien. Moi tout seul, j'ai dû vendre. On a vendu 300. C'est trop. Non, ça va pas exagéré. Loin de là, mais tu vois, j'en ai vendu bien. Ouais, j'ai bien dû vendre 20% de leur stock, tu vois, à mon avis, à l'époque. Parce que je l'avais lu en VO. Le titre, il est dément. C'était un titre qui était en 5 tomes initialement. Personne l'a lu, ça s'est arrêté net. Ils ont arrêté net une tonne de titres. Aujourd'hui, tu vois, ils sont tous en train de tomber en arrêt de commercialisation les uns après les autres. Quel dommage. Ça, là, c'est un des problèmes, peut-être dans la BD tout court, mais des fois, quand tu te lances dans une série, tu ne sais pas si tu auras la fin. Bien sûr. Donc, pour les nouveaux lecteurs, c'est un peu chiant, quoi. C'est souvent une question qu'on nous pose. Est-ce que vous savez en combien de tomes ça va être? Et d'ailleurs, on fait le distinguo. Enfin, moi, je fais le distinguo, mais je sais qu'il y a beaucoup de libraires spé qui le font aussi, hein. C'est, vous voulez plutôt un one-shot, une histoire conclue déjà en 2-3 tomes, etc. Ou plutôt partir sur une série, etc. Donc, il faut donner ces infos-là en amont. D'ailleurs, ça fait même partie, honnêtement, de la communication du libraire envers les gens qui perdent des conseils et autres aujourd'hui, quoi. C'est obligé. T'as des séries, elles sont parties, tu sais pas du tout. Personne ne sait combien de temps elles vont durer. Tu te dis bon, est-ce que ça va continuer à être édité jusqu'au bout aussi? T'es pas à l'abri qu'à un moment donné, tiens, l'autrice, l'auteur meurt, tu vois, etc. Non mais regarde les fans de Berserk, hein. C'est en manga. Donc, non, il y a plein de trucs, mais vraiment moi le maître mot, c'est les comics. Vous avez de la science-fiction, vous avez de l'horreur, vous avez des récits sociétaux, vous avez des histoires d'amour, vous avez de la politique, vous avez de l'horreur, vous avez du western, vous avez de la fantasy, vous avez de tout, et des très 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 bons récits, parce que pour le coup, quand on reçoit ces titres-là en indé en France, en général, c'est plutôt les très bons titres normalement, du coup. C'est censé être sélectionné au préalable. Ouais. C'est ça, oui. Bon, oui, tu vas pas signer un truc que tu as lu aux États-Unis, que l'éditeur américain te vend pour 3 fois rien, parce que il se trouve que c'est très mauvais, quoi. Sauf si t'as pas quoi. Moi, il y a quelques années, j'étais éditeur externe pour un éditeur et qui m'avait proposé, je me rappelle, un titre de Brian Wood, pour le coup. Et je l'avais lu. Alors, Brian Wood, c'était DMZ, tout ça, etc. Super série Vertigo et tout. Et j'avais lu le truc, il me disait, ouais, c'est Brian Wood, machin, bidule et tout.
tu lis le truc. Donc là, pour le coup, tu le lis en avance, en numérique, alors qu'il n'est pas sorti encore en version papier aux États-Unis à ce moment-là. Donc en gros, on t'envoie les 2 à 3 premiers chapitres complets. Je lis, je fais bon, alors, qu'est-ce que tu penses, on y va et tout. Je dis, non. Bah non, c'est pas ouf, quoi. C'est vraiment pas ouf, quoi. Je veux dire, là, c'est quoi la somme qu'on te demande chez l'éditeur? Moi, il me dit la somme, je dis bon, bah non. Moi, j'y vais pas, hein. Moi, je peux pas conseiller ça, quoi. C'est clair. Donc voilà. Et après, il y a des éditeurs, par contre, qui y vont, alors que la somme qu'ils auraient demandé est vraiment, je dirais pas indécente, mais presque. T'as des éditeurs américains, faut pas dans la dentelle, hein, les gars, c'est des requins, hein. C'est pour quitter juste Boom Studio, par exemple, qui ont des super séries, comme Something is Killing the Children, par exemple, notamment, ou quoi. Là, c'est négocier avec Boom Studio, c'est pas la joie pour les éditeurs français, hein. Ah oui. C'est pas forcément évident. Ah, non, c'est. Il y en a d'autres, hein, mais bon. Donc ouais, la Glénat, c'est malheureusement vautré à l'époque sur la stratégie pas mal, à mon avis. Acheter trop de titres. Il y en a d'autres, hein, qui avaient fait la même erreur avant, mais bon, c'est dommage. J'avais des Ils continuent. Tu vois, ils sortent, je sais plus ce que j'aime bien chez eux, Adventure Man, mais ils le sortent en format BD. C'est bizarre ce choix. Ouais, ou tu vois, mais par exemple Friday, dont je parlais tout à l'heure, Friday, ils l'ont sorti de la catégorie comics en se disant bah tiens, on va mieux le défendre comme ça. Au final, il n'est pas mieux défendu et le titre ne marche pas. Alors en librairie spécialisée, il marche. Hein, moi, je le vends très bien Friday, mais on n'est pas nombreux. Hein. Je peux te dire que moi, quand je vois la représentante qui me dit tiens Friday Thomas, ça n'a pas du tout marché, on est dégoûté. Voilà. Tu veux pas appeler un comics alors que c'est un comics. Tu places plutôt en BD, mais les libraires BD, bah pour eux, c'est pas de la BD. Et donc ça c'est le cul entre deux chaises. Exactement. Ça a tout à fait raison. C'est exactement ça. Le cul entre deux chaises, si bien que finalement, il ne vit nulle part le titre. Bon, bah tu l'as flingué en fait. Ah, c'est ça. Dommage. Donc voilà. Après, c'est facile de donner des leçons après coup, etc., etc. Mais il y a quand même des choses qui sont assez évidentes. Bon, il y a du très bon boulot à faire, en tout cas à plein de points de vue. Mais vraiment, ouais, pour moi, la démocratisation autour de ce que sont les comics au sens large, vraiment, c'est ultra important. T'as des trucs super bien dans les super-héros, chez DC, chez Marvel et autres, hein, bien sûr. Dans les univers super-héroïques, t'as des super bons trucs. Mais vraiment, quoi. Il y a tellement de bons titres indés qui permettent de faire découvrir l'énorme richesse qu'il y a dans les comics, quoi. Donc ça, c'est à mon avis un axe de travail hyper important pour tout le monde dans la chaîne. Hein. Vraiment, c'est hyper important. Et après, pour le reste, ouais, faut pas passer son temps, de mon point de vue. Hein. Et je vais pas donner de leçons du tout. J'ai pas de leçons à donner d'ailleurs. Mais moi, je connais plein de libraires qui se bougent, qui envoient des gens qui font des super vidéos, des super talks, etc. Vraiment, qui sont dans l'enthousiasme, qui sont dans la passion. Et ça nourrit le truc vraiment. Donc penser que les comics vont s'arrêter ou quoi à terme, etc. C'est un point de vue en tout cas que moi je partage pas. Est-ce que ça va passer en tout numérique ou quoi, etc., ou que pour des collectionneurs et tout? Je le pense vraiment pas. Je le pense vraiment pas. Moi, j'ai plein de clients très jeunes, femmes, hommes, j'en ai plein. Donc c'est pas impossible du tout, quoi. Inch'Allah. Et ben tant mieux. Merci en tout cas, vraiment. Hein. Merci Guillaume. On n'oublie pas, on fait vivre nos libraires. On achète, on va et on partage parce que la preuve en est ce soir. la preuve en est, c'est que l'important c'est de partager la passion. Vos libraires indépendants ou qu'ils soient, franchement, ils font du super taf. Sur ces bonnes paroles, suivez Guillaume avec nos nombreux abonnés. C'est bien de faire de la pub pour les petits comptes sur TikTok et sur. J'ai cru dire pour les petits cons. Non, je parle que de toi. C'est la passion qui compte. C'est la passion qui compte. C'est la passion petit con. Donc voilà, suivez ce qu'il fait, c'est cool. Ça donne toujours des infos sur les dernières sorties en plus avec toutes les petites vidéos rapides et toujours avec un brin d'humour en plus. C'est toujours mieux. Allez, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup. Bonne soirée, bisous. Bonne nuit. De pousser, de liker, de commenter. Salut, messieurs. Allez, ciao.